Je travaille sur Photoshop pour faire de l'image. J'ai du mal à me désigner, entre guillemets, maintenant le terme récent que je peux utiliser, puisque je proviens d'une culture d'art graphique qui est un petit peu ancienne. Et le sujet de discussion de ce soir, c'est justement à travers les évolutions que j'ai modestement parcourues. Nos anciens collègues ont aussi parcouru leur parcours professionnel, à savoir comment après 2, 3, 4, 5 tsunamis, on peut sortir vivant de tout cela au point de départ. C'est-à-dire comment évoluer, comment essayer de trouver des repères, des bases par rapport à ce qui se passe au fur et à mesure de l'évolution et quel point de repère peut nous permettre de rebondir au fur et à mesure. Donc c'était le sujet qui m'avait été proposé. De métier, moi je suis ce qu'on appelle un photographe des industries graphiques. Est-ce que ça vaut quelque chose à quelqu'un? J'ai 48 ans, hein, j'ai pas 75. Hein. Oui? Non. Alors, ce qui est intriguant, c'est que quand le premier diplôme que j'ai eu a été photographe des industries graphiques, ce qui fait en termes de console, ça fait PIG, vous apprécierez le jeu de mots. Le vrai terme, entre guillemets, reconnu dans la profession, mais pas utilisé dans le diplôme, était photograveur. Est-ce que ça évoque plus de choses? Alors pour certains, je pense que ça évoque pas grand-chose, ou quelque chose qui est lié à l'histoire, même si les hommes et les femmes existent encore en termes de talent, en termes de manipulation d'image. Donc à une certaine époque, on était, même s'il y en a encore, l'interpréteur d'images entre le photographe et l'imprimeur. On devait faire en sorte d'adapter, de travailler l'image pour essayer de faire quelque chose. C'était de respecter le message artistique de quelqu'un qui crée une image et de se casser la nénette pour faire en sorte de ne pas dériver le message lorsqu'au point de départ, l'image de base était bonne. Ça représentait à peu près 5% de notre production. 95% on intervenait pour faire en sorte que ça soit commercialement attractif. Alors les moyens au point de départ pour évoluer, j'ai regardé globalement quand Stéphane m'en a parlé en termes de discussion, on a fait une conférence à 3 avec Olivier, alors j'ai regardé un tout petit peu savoir évoluer les définitions. Alors j'ai regardé un tout petit peu, et étant donné que j'ai une base professionnelle agrémentée entre guillemets de différents types d'écoles, je suis allé à l'ex-INIAG qui n'existe plus, pour passer un diplôme qui n'existe plus, ensuite je suis passé à Estienne, la chambre de commerce avec des diplômes qui n'existent plus, et j'ai fait un nombre d'entreprises qui n'existent plus. Bien. À partir de là, la définition, c'est se modifier de façon progressive. Alors, je vous propose de voir un tout petit peu la réalité que j'ai, moi, à l'âge de 18 ans, avec quoi je travaille pour travailler l'image. Alors, je vous ai fait juste un truc, ça ne va pas durer très longtemps. Voilà globalement avec quoi je travaille quand j'ai 18 ans. C'est un appareil qui date environ des années 50, et vous êtes de plein pied avec quelque chose qui va ensuite s'appeler dans Photoshop les couches. C'est basé sur le système au point de départ qu'un Français, Louis Ducos-Duauron, va synthétiser le fait que pour reproduire la couleur, quel que soit le système, eh bien on va retrouver un système permettant de faire une analyse en bleu, vert et rouge, et à la fin, à la base, ça se fait à la main. C'est-à-dire que vous prenez carrément une photo, vous la mettez au bout, ça s'appelle un porte-document, et puis vous photographiez avec un filtre bleu, et vous récupérez un film, vous photographiez sous filtre vert, et puis après, c'est 9 heures de travail pour avoir ce qu'on a maintenant dans un logiciel environ 10 secondes. Disons 15, ou peut-être 20 à peu près. Donc là, l'interprétation, elle est progressive. On a globalement, en termes de formation, pour acquérir les besoins de travail d'image, environ 1 an pour accaparer ce qui va être l'image latente en termes de photos, c'est-à-dire l'apparition, les révélateurs, les fixateurs. Et j'ai même bénéficié, entre guillemets, dans mon itinéraire, de travailler dans une entreprise qui était très atypique, qui était l'Institut géographique national, qui fait la carte. Et étant donné que c'était atypique, on devait fabriquer nous-mêmes nos couches photosensibles. Vous imaginez le bordel? Non mais genre, c'était il y a très longtemps. Et de développer à la main avec des révélateurs que l'on fabriquait nous-mêmes. Donc oui, c'est vrai, je me souviens qu'il faut de l'hydroquinone, du génol, du sulfite, du carbonate et du bromure de potassium pour faire un fixateur. Ou un révélateur. Un fixateur, c'est l'hyposulfite, comme chacun le sait. À quoi ça peut servir tout cela? Globalement, dans mon itinéraire, j'ai pensé que ça pouvait globalement être intéressant. Et à la fin des 3 années d'IGN, on m'a dit peut-être que tu n'as pas appris vraiment ce qu'il fallait apprendre, mais en tout cas, tu as appris un peu globalement te débrouiller au fur et à mesure, parce que globalement, on a le sentiment que tu aimes ce que tu fais. Ça va être le fer de lance au point de départ de cette idée, d'apprécier globalement cette idée. Ensuite, premier choc technologique traumatisant, nous arrivons ensuite
à la numérisation d'images. D'après vous, de quand date le fait d'avoir un scanner qui permette de numériser une image? Donnez-moi une date. 63, 64. Oui, c'est cela. Avec une libération globalement du tramage électronique, HEL, chromatographe DC300, cabine A et cabine B, on est en 71. Moi, la première fois que j'ai vu une image numérique, que je tenais dans une image, qui est une diapositive, que j'ai vue sur un ordinateur avec une souris, c'est en 84. Alors, quand j'ai parfois des stagiaires, puisque je traite l'image en tant que retoucheur d'image, et je fais aussi de la formation, et que j'ai certaines personnes qui me disent, vous savez, je suis un petit peu up-to-date, j'ai commencé la numérique assez tôt, quelle année? 99. Je ne peux que certifier qu'il a raison dans sa réalité, il a raison. La seule chose, c'est qu'avec le recul, on s'aperçoit que nous sommes que des chaînons, au fur et à mesure, comme dans la chaîne graphique, où on est des itinéraires avec avant, pendant, et puis après, il y aura après nous, au fur et à mesure. Donc chacun ses vérités. Au point de départ, je vous montre le deuxième traumatisme. Nous sommes ici dans des scanners, au point de départ, qui sont ma réalité de travail pendant environ 8 à 10 ans. Et vous observerez ici que quand on travaille sur ce genre d'appareil, et qu'un jour on dit je fais un scanner, je travaille sur un scanner, moi ma réalité c'était de travailler sur un scanner qui pèse 1 tonne, pour manipuler ici le cylindre que vous voyez, puisque les diapositives et les tirages se mettaient sur un cylindre, il y avait 17 opérations de commande pour pouvoir changer de cylindre, car le changement de cylindre, de par la diminution de ce diamètre, augmentait la révolution et donc le taux d'agrandissement. Donc en clair, gros cylindre, scanné à 100%, petit cylindre, scanné jusqu'à 800, 1000%. Pour apprendre ça, les plus motivés d'entre nous mettaient environ 2 semaines pour simplement, globalement, manipuler les organismes de base. Pour savoir faire un point blanc, point noir, que maintenant vous utilisez avec ton automatique, raccourci clavier, pas majuscule L, eh bien c'est à peu près globalement le temps que vous y pensiez, puisqu'on est maintenant dans l'ère enfin des ordinateurs qui vont aussi vite que nos pensées, ou presque. Bref, donc premier choc globalement de base. Vous apprécierez sur le côté gauche le panneau avec ici, si globalement je n'ai pas de témoin, mais sur le côté à gauche, vous avez tous les éléments. Je peux me lever un tout petit peu. Je vous montre un tout petit peu l'équivalent. Ici, vous avez les opérations de cadrage, taille de l'image et taille de la zone de travail dans Photoshop. Vous avez ici la correction sélective, vous avez ici le point blanc, vous avez ici le point noir, vous avez quart de ton, demi-ton, trois quarts de ton dans le menu courbe, vous avez l'USM, c'est-à-dire la fonction d'entité, et vous avez ici l'équivalent des profils lorsque vous passez des images RVB CMJN. Donc tout ça, c'était à la main, et pour faire une image, il fallait du temps, et surtout beaucoup de motivation, parce que c'était une façon un tout petit peu comme l'apprentissage d'un instrument de musique. C'est que c'est les plus motivés qui arrivent à faire à un moment donné un accord à une guitare et commencer à jouer correctement au piano. Et ça laisse de côté les gens qui sont juste des curieux. Ça amène cette approche-là. Alors, c'est une approche en même temps liée à la société, dans le sens où c'était des démarches de métier qui est un peu élitiste. On formait uniquement des experts, des gens dans le texte, des gens dans l'image. Et quand on a découvert au fur et à mesure l'avènement de différentes approches, avec les Mac, les PC, avec différents logiciels, il y a une chose qui était réjouissante en dehors de la révolution que ça a amené, c'est que ça a cassé beaucoup de cloisons, et des gens qui ne se parlaient pas avant, ou qui n'avaient pas même conceptuellement l'idée de se parler, on arrivait à un tour de table en 94-95 avec des gens qui étaient graphistes, maquettistes, designers, photographes, et ça parlait ensemble. Pour la première fois, ça parlait ensemble. On communiquait. Alors les plus corporatistes extirpaient là derrière des relations de pouvoir ou de connaissances, et puis d'autres, ça emmène des idées d'avoir des amis qu'on a encore maintenant, parce qu'on s'est conforté là-dedans. Troisième choc technologique, on arrive globalement ici à un scanner qui analyse en tournant, ça tourne à 54 km/h, et ici, ça écrit un film lit, tramé, que l'on va fournir ensuite à l'imprimeur. On a la capacité de lire et d'écrire en même temps, donc on doit gérer les deux en même temps. À l'époque, ce qui était extrêmement intéressant de scanner, c'était la paye. Extrêmement intéressant. On était dans des métiers qui étaient les mieux payés de France. Moi, je suis héritage de ça, donc dans la catégorie photograveur, j'ai, dans l'itinéraire, été normalement ce qu'on appelle scannériste chromiste. Ensuite, couplé à cela, quelques années après, on va travailler sur les ordinateurs que l'on va appeler des calculateurs. Ces calculateurs coûtent, avec un scan rotatif, 1 milliard de centimes. On est en 90. Ça, pour manipuler ça, c'est un Allemand, je ne sais pas si on le reconnaît. Ici, ce sont ce qu'on appelle des tables de montage électronique. Les labos photo vont s'équiper en France en 87-90.
Central Color, Tiden et tout, etc., etc. Bien. Manipuler cela, c'est très intéressant, sachant qu'au point de départ, pour manipuler ça, 4 semaines de formation intensive permet simplement de savoir faire un détourage à peu près correct. On est dans l'idée que ça, c'est un petit peu complexe. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ça? Ceci. C'est un contrôle data, un disque dur qui vaut 5000 francs. Oui, voilà. Ça, c'est globalement l'ancêtre pour ceux qui ont connu. Qu'est-ce qui deviendra après? C'est ce qu'on appelle la catégorie des disques amovibles. Ça va devenir ensuite des SideQuest pour ceux qui se souviennent peut-être des Zip et des Jazz. Et c'est un disque qui, en fin de compte, se met dans une machine à laver. On appelait ça une machine à laver. Et on insérait, en fin de compte, carrément à l'intérieur les disques et on tournoyait pour extirper les disques puisqu'on ne voyait à l'œil la tête de lecture à l'intérieur. Ça a une capacité de 230 mégaoctets. À l'époque, ça coûte une blinde et donc ça va amener que les laboratoires ou en tout cas les studios qui retouchent l'image sont comparables à des studios de la NCIS ou du FBI dans le sens où c'est interdit de fumer, interdit de boire, interdit de manger, interdit d'avoir des bagues, interdit d'avoir les cheveux longs, interdit de quoi faire quoi que ce soit. Un moindre transport de poussière qui arrive à l'intérieur de cet élément-là va faire ce qu'on appelle un atterrissage de tête, ce qui fait que quand les gens faisaient des retouches et qui couplaient, qui chaînaient les disques durs, s'il y avait un atterrissage de tête, vous faisiez l'intégralité du travail derrière. La procédure était de travailler en fin de compte en base def, dans lequel le protocole, ça va peut-être vous rappeler l'HTML, comme quoi l'histoire, ou en tout cas d'autres systèmes, qui va globalement arriver en récupérant les instructions sur une base def et on lançait la nuit ce qu'on appelait la validation pour construire le protocole de montage qui était fait en base def la journée. C'est des systèmes qui sont délirants. Pour ceux qui se souviennent du franc, en 89, l'heure de travail équivalent Photoshop est de 4000 francs par jour, pour vous donner un ordre d'idée. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bien, à partir de là, on est sur la 3e phase technologique, on arrive à la 4e, et au point de départ, on arrive sur quelque chose qui s'appelle l'ordinateur individuel. À l'époque, les ordinateurs Mac et PC coûtent à peu près le prix d'une voiture, grosso modo. Beaucoup de gens qui ont à peu près mon itinéraire ou un peu mon âge diront « Oh là là, qu'est-ce que c'était cher !» Ça valait rien. Rien, pourquoi? Parce que ça remplaçait des machines qui coûtaient 1 million, 2 millions de francs. Donc quand vous achetiez un Mac avec Photoshop, ça coûtait 150 000 francs. Ça coûtait rien. La seule chose, c'est que la confusion est de savoir que 150 000 francs, c'était rien pour une entreprise, mais c'était très cher pour un individuel. Mais ça remplaçait des besoins industriels qui coûtaient plus de 2 millions. Et au passage, ça divisait nos payes par 2, à peu près. Aussi. Donc, à partir de cela, pour survivre, eh bien, il a fallu globalement essayer de rentrer dans quelque chose qui pourrait être la base. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur une image, je vous montre par exemple une image de base, eh bien, quand vous avez ce genre d'image, il faut à un moment donné essayer de rentrer dans une logique de savoir comment elle est diagnostiquée, comment elle est. C'est-à-dire qu'au point de départ, il faut revenir dans les livres anciens, mais pas trop anciens pour pouvoir faire le dosage entre qu'est-ce qui est encore vrai. Et je suis désolé pour ceux qui parlent un peu dans le passé, il y a des choses qui deviennent fausses. C'est-à-dire que globalement, comme dirait un copain, avant c'était bien, mais il n'y a pas plein de trucs avant, c'était tarte. 9h30 pour faire une image, c'est tarte. Je ne sais pas quelle autre expression utiliser. Maintenant, en tant que tel, la démarche, souvent pour accaparer globalement une expérience et avoir une capacité d'évolution, va être en fin de compte dans un itinéraire, je le vois en formation, un peu différent lorsqu'on est vraiment plutôt jeune ou plutôt un peu moins jeune. L'importance, entre guillemets, d'acquisition de connaissances, dans ce que j'ai cru comprendre, était plus une proximité quand on est plus jeune de savoir comment le faire et quand on est un peu plus âgé de pourquoi on le fait. Donc cette complémentarité, c'est quelque chose qui m'a alimenté pour essayer toujours de savoir comment est-ce qu'on fait quelque chose pour pouvoir le faire, le créer, mais avec toujours ce recul de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on appelle ça un bleu de soutien pour ceux qui connaissent? Pourquoi est-ce que ici cette image elle est tarte? Pourquoi c'est une des raisons pourquoi souvent quand je suis en formation, je suis un traumatisme pour les formateurs ou les formatrices, parce que mon premier réflexe est de demander pour quelle raison, pourquoi. Donc à partir de là, lorsque on est dans cette approche, j'ai eu dans mon itinéraire une première approche qui était de travailler dans différentes entreprises, mais quand j'étais élève à l'école des Gobelins, après mon apprentissage à l'INIAG, j'ai eu un prof qui était assez traumatisant, puisque c'est quelqu'un que je pouvais qualifier un peu avec une culture un peu à la façon Rabelais.
gargantuesque. C'est-à-dire que quand il connaissait une chose, il avait travaillé pour en connaître le 2e niveau, le 3e niveau et le 4e niveau. Ce prof, à un moment donné, je lui ai amené un bouquin qui était la théorie photographique appliquée. C'est une œuvre fondamentale dans l'image qui consiste à parler un tout petit peu de comment est fait l'image dans l'imprimerie, dans la photo et dans le cinéma. Et un jour, il y avait un passage que je ne comprenais pas. Et je l'ai amené à mon prof et je lui ai dit, est-ce que vous pourriez me le commenter? Il m'a fermé le livre et il m'a dit, c'est une insulte à mon enseignement, je pensais ou j'avais cru de votre part que vous avez eu la capacité d'apprendre à apprendre. Ça m'a tourné dans la tête et je me suis dit, mais c'est quelque chose qui est essentiel et en travaillant sur cette donnée-là, en fin de compte, constamment, je m'impose régulièrement d'essayer de trouver des méthodes, en fin de compte, d'apprentissage pour moi-même, c'est-à-dire d'acquérir une forme d'autonomie. Et surtout quand il y a une erreur, ne pas la prendre comme une chose désagréable, mais de gérer justement cette capacité à l'erreur, qui va se dérouler suivant les différentes phases entre guillemets de progression. On est dans les années 90, l'ordinateur arrive individuel, on n'y comprend rien. Moi personnellement, je pense que c'est un jouet. Et pourquoi? Parce qu'on travaille sur des machines qui coûtent des millions. On a l'impression d'un Rambo avec des hélicoptères qui coûtent 1 million. On travaille sur du gros matériel. Et là, on arrive sur quelque chose qui est révolutionnaire, c'est une forme de démocratisation. Et là, à partir de là, beaucoup de gens vont rentrer à l'intérieur. Et il va y avoir une chose qui va être fondamentale, c'est qu'en fin de compte, l'idée, entre guillemets, de s'adapter à cette notion d'évolution a été toujours de faire la comparaison entre ce que je connaissais et en même temps ce qui amenait de nouveau. Mais cette évolution, cette comparaison est intéressante, mais il ne faut, et c'est essentiel, ne pas s'astreindre à simplement comparer, mais également à admettre d'autres systèmes qui n'existaient pas avant. C'était la pierre de taille sur laquelle je m'étais engagé. Et lorsqu'on vous travaillez, par exemple, longtemps sur des produits de ce type-là, eh bien non, je suis désolé, il y a des systèmes qui n'existaient pas en traditionnel et qui sont nettement avantageux en termes modernes. Donc avant, c'était bien, mais parfois avant, c'était tard, ouais, c'est clair. Donc là où je voulais en venir, c'est que dans l'idée de progresser, moi je me suis aperçu d'une chose, c'est que en termes de progression, ça n'a pas de rapport avec l'image, l'idée, c'était en même temps, dans l'idée de progresser, quand est arrivé le Photoshop, on était contraint à quelque chose qu'on ne connaissait pas dans l'évolution technique, c'était le fait que ça se renouvelait en termes de machines. À l'époque, les moyens avec lesquels on produisait changeaient tous les 5 ans. Les scanners, dans certaines entreprises, restaient 10 ans. Donc une fois que quelqu'un maîtrisait, il y avait l'idée du métier, l'idée de la hiérarchisation des employés, avec ceux qui connaissaient beaucoup et ceux qui démarraient. On arrive sur Photoshop 1 an après, 2 ans après, il y a Photoshop 2, 2.5, on arrive sur 3. 3, qu'est-ce qui se passe avec Photoshop 3 ? Qu'est-ce qui se passe avec Photoshop 3 ? Les calques. Les calques, quelquefois quand j'écris le mot calque, je marque avec claque, parce que j'inverse le L et le A. Ça nous a mis une claque, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. À partir de là, plus de concurrents, on rentre dans l'idée de travailler avec ce produit-là. Et là, on va devoir rentrer dans l'idée qu'en fin de compte, toucher un matériel de production va imposer le fait d'avoir 10% de temps de recherche-développement pour l'éduquer et le maîtriser. Chose qu'on ne maîtrisait pas avant. Il y a vraiment un changement qui va s'opérer. Il faut délivrer un certain temps de production pour continuer à maîtriser son outil de production. C'est quelque chose que dans mon métier, on ne connaissait pas avant. On progressait au fur et à mesure, on avait une certaine maturité, elle était reconnue. À partir de là, on continuait notre métier. Là, il y a un changement. Il faut avoir toujours cette notion d'éveil. Deuxième chose qui va offusquer les plus anciens d'entre nous, pour pouvoir évoluer et garder cet éveil et ce recul, quelque part, il faut avoir la capacité à oublier. À oublier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, si je vous montre un outil, tel que par exemple celui-ci, eh bien cet outil s'appelle la baguette magique. Bien. Cette baguette magique, elle a été décrite dans ma profession comme étant l'outil satanique à ne pas utiliser parce qu'il faisait des sélections parasitaires, dégueulasses et pas utilisées. On prenait, moi, dans mon métier, la quintessence qui était, en fin de compte, l'emploi de la plume. C'est quelque part dommage de penser que des ingénieurs qui conçoivent des logiciels laissent dans l'état un outil ultra utilisé dans le même calcul mathématique, dans le même algorithme pendant 15 ans. Ce n'est pas possible. Il faut quelque part se débarrasser quelque part au fur et à mesure de la version que vous avez eue en termes d'apprentissage, où vous avez eu des sueurs, qui permet ensuite de pouvoir derrière être dans le doute. Le doute, ça veut dire quoi? C'est quelque chose d'assez constructif, c'est pas simplement qu'une angoisse. C'est l'idée que quand vous avez une nouvelle version, ou un nouvel outil, quel que soit l'appareil, il me semble être nécessaire de passer par une stade de vérification et de validation.
c'est-à-dire de passer ces 10% de temps de recherche-développement sur votre outil et qui va faire en sorte d'admettre que ce qui était ancien était une chose, mais progressivement, il y a des choses qui évoluent. Et donc, quelque part, de réétalonner, en fin de compte, votre outil de production. CS3, CS4 m'amène une chose, en termes d'outils, qui est, en fin de compte, une démarche qui m'a un petit peu pivoté. C'est-à-dire qu'au point de départ, je suis dans l'idée de d'abord, au point de départ, faire en sorte de désaturer et de désaturer l'ensemble. Donc, j'ai juste, ici, en termes de manipulation, été amené à penser autrement, qui est qu'au lieu de faire d'abord la délimitation puis l'action, je vais globalement d'abord faire l'action et ensuite la délimitation. Vous allez me dire, mais attendez, plage de couleur au point de départ, c'est un élément qui fonctionne sur une image. Là, actuellement, qu'est-ce qui est actif? C'est un masque, donc étant donné que le masque est tout blanc, vous allez tomber sur la commande plage de couleur sur du blanc, et donc inopérante ou inactive. Loin de là. À partir de là, dans plage de couleur, détail amusant, la fabrication du masque est interactive. Vous êtes donc dans l'idée qu'au point de départ, ce n'est plus le moyen qui prime, mais le but. On est donc dans l'idée ici de montrer tout simplement le fait que lorsque vous allez ici manipuler la fabrication de votre retouche, on est enfin dans une satisfaction de savoir qu'est-ce que l'on vend quand on retouche, le masque ou la retouche. Qu'est-ce qui m'a amené au point de départ à travailler et à améliorer mon savoir-faire? Il est basé en fin de compte sur mes besoins de travail en termes de freelance. Et lorsque j'ai eu l'obligation d'avoir derrière moi des DA, des designers qui, au point de départ, me demandaient de fabriquer quelque chose puisqu'ils n'avaient à l'époque pas encore la maîtrise de l'outil, ou en tout cas assez succinct. Et donc ils étaient le cerveau créatif et j'étais la main d'exécution. J'ai fait ça pendant des années. Et quand ils me demandaient de tout changer et de revenir au point de départ, je piquais une colère parce que à l'époque nous sommes sur des logiciels qui sont assez matures, mais le matériel ne l'était pas. On transférait des images de 500 mégaoctets entre deux postes en 96 en 1 heure. Et c'était rapide. À l'époque, c'était les données de l'époque. Donc, au point de départ, rater une encoche en termes de production amenait des retards de 4-5 heures. Ce n'était pas 40 minutes ou 30 minutes, c'était beaucoup plus. Donc, il fallait surentraîner son cerveau en termes de continuité de travail, exactement comme au jeu d'échecs où il faut avancer entre 2, 3, 4, 5 coups en avance. Et quand le DA discutait et me disait « tiens, il me faudrait ça, ça et ça et ça », parfois il piquait des rages folles parce que je le mettais en attente et j'étais en train de penser, le calque je vais mettre là, calque de réglage, je vais l'écréter, je vais faire masse de fusion, là je vais réduire l'opacité, l'opacité je vais dupliquer, je vais mettre dans un groupe. Je fabriquais entièrement le montage dans ma tête. Pourquoi? Pour être tout simplement dans une sécurité qui fait que je ne perdais pas de temps. Mais, et quand il demandait de faire en sorte de revenir en arrière, ça m'énervait parce que ça cassait tout le protocole. Et un jour, j'ai compris que si moi j'ai le droit de faire un POM-Z ou un CTRL-Z sur mon ordinateur, le créa, il a le droit de faire POM-Z aussi. Il a le droit de revenir en arrière. Donc ça m'a entièrement reventilé par rapport à mon besoin de travail et de penser qu'en fin de compte, l'axe sur lequel j'allais travailler était en fin de compte une trilogie. Cette trilogie était basée sur 3 caractères. Soit je produis en quantité, soit je produis en rapidité, soit je reproduis en sécurité. Donc, quand j'ai des images que je dois traiter très rapidement, ce qui prime, c'est la rapidité. Dans d'autres, c'est la qualité. Dans d'autres, la sécurité, c'est le fait de revenir dans une idée de travailler ce qu'on appelle en anglais le NDI, c'est-à-dire le Non-Destructive Imaging, c'est-à-dire de pouvoir toujours avoir la capacité de revenir en arrière. Donc, l'idéal serait de travailler toujours super propre, super vite, avec tout modifiable. Super. Si tu devais résumer en 3 mots-clés le fait de rester up-to-date, les 3 mots-clés, ce serait quoi? Les 3 mots-clés seraient confirmer les connaissances de base d'un métier, avoir la gestion positive de ses doutes et de ses erreurs pour pouvoir les retravailler, et surtout avoir du plaisir et de l'amusement dans ce qu'on fait. Bon, écoute, merci Vincent. Merci.